Salut tout le monde, 40e octogone, vraiment merci de saluer le succès de cette formule qu'on avait improvisée et puis vraiment dont le succès, la popularité ne se dément pas. Et bien sûr, on attaque sur l'actualité que j'ai déjà traitée sur ma chaîne, la mort du président iranien, Ebrahim Raïssi. Bien sûr, ensuite, on va parler de la demande de mandat d'arrêt par la Cour pénale internationale qui juge les individus contre Netanyahou, Yoav Gallant et trois représentants du Hamas. J'ai donc donné une liste de scénarios possibles concernant la mort d'Ebrahim Raïssi. Alors là, je voudrais davantage revenir sur les réactions des chancelleries, puisque la formule de l'octogone, elle consiste davantage à lire des dépêches et à les commenter, donc à rapporter les faits au cœur de l'actu. Un des points que je considère ne pas avoir assez développé dans ma vidéo sur ma chaîne principale, c'est la mort aussi de son ministre des Affaires étrangères, à savoir Hossein Amir Abdollahian, qui était l'architecte du rapprochement avec l'Arabie Saoudite, l'architecte de l'entrée de l'Iran dans les BRICS, et donc l'architecte, bien sûr, du rapprochement avec la Russie. Ça fait beaucoup de points qui étaient contestés au sein même de l'Iran. Le rapprochement avec l'Arabie Saoudite, vous l'imaginez bien, mais le rapprochement avec la Russie aussi était contesté. Parce que même si la Russie a sauvé la mise de Bachar al-Assad, elle est aussi un concurrent de l'Iran pour l'influence dans la région. Et de toute façon, il y a des conflits d'intérêts qui demeurent irréconciliables entre l'Iran et la Russie, même si l'axe Inde-Russie est un des axes les plus stratégiques dans lesquels, bien sûr, l'Iran est invité par la Russie. Donc je voulais aussi profiter de cette première page de l'Octogone pour revenir sur les conséquences de la mort du ministre des Affaires étrangères Hossein Amir Abdollahian, parce que c'est pas du tout anodin. En fait, l'axe Raïssi-Abdollahian avait bouleversé la région. J'avais dit dans plusieurs octogones, il y a un an et demi, qu'il fallait attendre un petit peu la réaction des uns et des autres, en sachant que la CIA reste influente au sein même de l'Iran. C'est beaucoup plus compliqué que ça. De toute façon, la géopolitique iranienne est très complexe, rien à voir avec la géopolitique irakienne. Et qui est complexe aussi, mais vraiment la société, la structure même de la société iranienne la rend encore plus complexe, que ce soit en matière d'infiltration, d'influence, etc. Et de ce point de vue-là, donc c'est cet axe Amir Abdollahian Raïssi avait bouleversé l'équilibre des forces au Moyen-Orient, avec encore une fois des prises de position très hétérodoxes, notamment vis-à-vis de l'Arabie Saoudite. Et l'assassinat de ce ministre des Affaires étrangères laisse un vide et présage d'un changement de cap radical. Pour vous donner une idée de ce que c'est qu'un changement de cap radical, vous avez le cas de l'Argentine, avec l'arrivée de Milei au pouvoir et sa volonté de quitter les BRICS immédiatement, alors que l'Argentine était en voie d'y rentrer, au même titre que l'Iran et l'Arabie Saoudite. Bien Milei a complètement inversé la vapeur. Je ne dis pas que c'est ce qui va arriver pour l'Iran, mais vous pouvez vous attendre à un changement de politique étrangère et, dans le pire des cas, à un retour au statu quo ante concernant l'Arabie Saoudite. Alors, je vous lis la dépêche. Le président iranien Ebrahim Raïssi et son ministre des Affaires étrangères sont morts dans un accident d'hélicoptère dans le nord-ouest de l'Iran, a annoncé lundi le gouvernement de ce pays. Poids lourd du Moyen-Orient, le décès de Raïssi à 63 ans ouvre une période d'incertitude politique en Iran au moment où la région est secouée par la guerre dans la bande de Gaza entre Israël et le Hamas, qui est un allié de circonstance de l'Iran maintenant. Élu en 2021, Raïssi était considéré comme l'un des favoris pour succéder au guide suprême, l'ayatollah Ali Khamenei, âgé de 85 ans. C'est un point que je n'avais pas souligné dans ma chaîne principale, mais il fallait le souligner là. En effet, Raïssi, étant un chef religieux, ce qui n'était pas le cas d'Ahmadinejad, qui lui venait plutôt donc, du corps des gardiens de la Révolution, Raïssi étant un chef religieux aurait pu devenir autorité suprême en Iran, ce qui, sous l'hypothèse d'un assassinat interne à l'Iran, aurait pu justifier cela. Une sorte de coup d'État, si vous voulez.
Je poursuis. L'hélicoptère du président a disparu dimanche en début d'après-midi alors qu'il survolait une région de l'Iran escarpée et boisée dans des conditions météorologiques difficiles, avec de la pluie et un épais brouillard. Certes, ça a été souligné. Après tout, la possibilité de l'accident, on est en altitude, il ne faut pas plonger dans un nuage quand on est en zone montagneuse, c'est la base. Mais la question demeure, à savoir pourquoi les deux autres hélicoptères sont intacts. Alors dans les réactions, bien sûr, vous avez eu la minute de silence aux Nations Unies qui a été très très critiquée en Extrême-Occident, alors qu'elle est tout à fait normale. Régis de Castelnau l'a bien souligné, à savoir, on a des institutions internationales, elles doivent réagir comme des institutions internationales, autant que faire se peut demeurer neutre, même si c'est bien sûr utopique. Et en l'occurrence, c'était tout à fait normal d'avoir une minute de silence aux Nations Unies. Message sobre ou affliction ouverte. Le monde réagit lundi à la mort dans un accident d'hélicoptère du président Ebrahim Raïssi et de son ministre des Affaires étrangères Hossein Amir Abdollahian, avec d'autres responsables de la République islamique. Alors, c'est intéressant de faire un petit tour des réactions. Les États-Unis, le défunt président iranien était un homme qui avait beaucoup de sang sur les mains, responsable de violations atroces des droits de l'homme, a commenté un porte-parole de la Maison-Blanche, John Kirby. Avant cela, le département d'État avait présenté les condoléances des États-Unis dans un communiqué. Nous réaffirmons notre soutien au peuple iranien et à sa lutte pour les droits de l'homme et les libertés fondamentales. L'Organisation de coopération islamique, qui regroupe 57 pays, Hissène Brahim Taha exprime ses sincères condoléances et sa sympathie au gouvernement et au peuple iranien. Le Conseil de coopération du Golfe, Jassem Al-Boudaoui, le secrétaire général du Conseil de coopération du Golfe, qui regroupe 6 monarchies arabes voisines de l'Iran, dont l'Arabie saoudite, réaffirme la solidarité du Conseil de coopération du Golfe avec le gouvernement et le peuple iranien dans ces circonstances difficiles. Notez le choix des mots. Pour les États-Unis, c'est uniquement le peuple iranien. Pour le Conseil de coopération du Golfe, c'est avec le gouvernement et le peuple iranien. On fait la part des choses, même si les tensions sont très grandes, bien sûr, entre le Qatar et l'Iran, par exemple. D'ailleurs, les dirigeants des Émirats arabes unis, du Qatar et du Bahreïn, qui sont membres du Conseil de coopération du Golfe, ont chacun présenté leurs plus sincères condoléances au peuple et ensuite au gouvernement iranien. Autant nos condoléances au peuple iranien, voilà, là le ton est donné, puisque l'OTAN ne reconnaît pas réellement la République islamique. L'Union européenne, la présidence du Conseil européen, donc Charles Michel en l'occurrence, a présenté les sincères condoléances de l'UE, ce qui a suscité des réactions indignées sur les réseaux sociaux, vous l'imaginez bien. Opposition iranienne en exil, là carrément, Mariam Rajavi, présidente du Conseil national de la résistance iranienne, a déclaré que c'est un coup stratégique monumental et irréparable porté au guide suprême des mollahs, Ali Khamenei, et à l'ensemble du régime connu pour ses exécutions et ses massacres. Concernant le Hamas, il salue en Ebrahim Raïssi un soutien à la résistance palestinienne. Donc le ton a quand même pas mal changé dans les 5 dernières années parce que les relations entre le Hamas et l'Iran n'étaient pas si bonnes que ça, notamment depuis le début de la guerre en cours dans la bande de Gaza. Oui, voilà, c'est ce que souligne le Hamas, soutien à la résistance palestinienne, notamment depuis le début de la guerre en cours. Alors le Hezbollah, bien sûr, qualifie le président Raïssi de protecteur des mouvements de résistance contre Israël dans la région. Le président martyr, je cite, était pour nous un grand frère, un appui solide. Pareil pour les Houthis, donc Ansar Allah, soutenu par l'Iran, qui déplore une perte non seulement pour l'Iran, mais aussi pour l'ensemble du monde islamique, pour la Palestine et pour Gaza. Maintenant, c'est les réactions des BRICS qui vont nous intéresser, en particulier Chine-Russie. Le président Xi Jinping considère que cette mort tragique est une grande perte pour le peuple iranien. Et bon, alors là aussi, vous avez un point de vue, vous avez quand même la Chine qui est nominalement marxiste. Il y avait eu une tentative de prise de pouvoir des marxistes pendant la révolution islamique. Et donc la position de la Chine est de s'adresser en premier lieu au peuple iranien. Et que le peuple chinois a tout de même perdu un bon ami qui a déployé des efforts pour consolider et développer le partenariat stratégique entre la Chine et l'Iran. Ça, c'est une allusion, bien sûr, au rapprochement de l'Iran des BRICS, qui pourrait, comme je vous l'ai dit, profondément s'inverser dans les conséquences de cette mort. Soit cette mort n'a comme conséquence qu'un rebattage des cartes, si vous voulez, une redistribution des cartes au sein des ayatollahs, un peu comme des familles, les grandes familles italiennes de New York, quoi, si vous voyez ce que je veux dire. Soit c'était une vraie sanction sous l'hypothèse d'un assassinat, une vraie sanction de sa politique étrangère, ce qui serait davantage souligné par, évidemment, la mort de son ministre des Affaires étrangères. Donc enfin, réaction de la Russie. Alors notons qu'il n'y a pas de réaction d'Israël, pas de condoléances d'Israël, ça va de soi.
ni au peuple iranien, ni à la présidence, ni à qui vous voulez. Mais en Russie, Vladimir Poutine, dont le pays a sensiblement renforcé ses liens avec l'Iran ces 2 dernières années, a qualifié son homologue iranien d'homme politique remarquable et de véritable ami de Moscou. Le chef de l'État russe, par ailleurs, a eu lundi une conversation téléphonique avec le président par intérim Mohammad Mokber, juste après sa nomination, saluant à cette occasion la mémoire d'un partenaire fiable qui a apporté une contribution personnelle inestimable au développement des relations amicales entre la Russie et l'Iran. Il me semble que par sa réaction, Poutine souligne bien ses inquiétudes concernant un éventuel revirement diplomatique de l'Iran, qui a toujours eu des relations compliquées avec la Russie. Ces relations qui étaient un énorme succès pour les BRICS, on ne l'a pas assez souligné, même si on a fait plusieurs vidéos là-dessus, était surveillé par Poutine vraiment comme un collectionneur d'orchidées. Et évidemment, si rien ne va plus, si les jeux sont faits, Poutine, qui reste un réaliste, va s'intéresser avec une grande minutie à essayer de récupérer ce qu'il avait établi. Donc, deuxième grande nouvelle, dans cet octogone, deuxième nouvelle importante, le procureur de la Cour pénale internationale demande des mandats d'arrêt contre Netanyahou, Gallant et 3 dirigeants du Hamas. Alors là, il y a beaucoup de choses à souligner. D'abord, c'est une demande, c'est-à-dire que, comme en France, c'est un juge qui signe les mandats d'arrêt internationaux. Et les mandats d'arrêt de la CPI, de la même façon, sont signés par des juges. Et là, c'est le procureur. Ça signifie que, en tout état de cause, comme aiment bien le dire les avocats, le juge pourrait refuser, mais ça n'est quasiment jamais arrivé. Je ne sais même pas en fait si c'est arrivé. Et donc il n'y a pas de raison particulière pour que le juge refuse. Bien sûr, Israël ne reconnaît pas la CPI, les États-Unis non plus, mais sur le plan légal, si ces mandats d'arrêt sont délivrés, Netanyahou ne pourra plus voyager à l'international parce que la majorité des pays dans lesquels il pourrait se trouver devrait impérativement l'arrêter. Alors, l'Afrique du Sud avait fait valoir ça parce que je rappelle que Vladimir Poutine est encore sous mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale pour des preuves qui sont très discutables, puisque les preuves, enfin les faisceaux de preuves qui avaient justifié qu'un procureur demanda son arrestation à un juge et que le juge l'accorda, eh bien, étaient des kidnappings d'enfants ukrainiens, lesquels, pour la plupart, se sont retrouvés et ont été identifiés en Allemagne. Donc pas de kidnapping, rien du tout. Donc là, c'était quand même des faisceaux de preuves qui étaient très discutables. Mais l'Afrique du Sud avait quand même vu, qui est pourtant un allié naturel de la Russie, étant membre des BRICS, tous les membres des BRICS ne sont pas alliés naturels entre eux, loin s'en faut, hein. L'Inde et la Chine ne sont pas des alliés naturels. Mais en l'occurrence, la Russie et l'Afrique du Sud, qui sont quand même en très bons termes, ça n'avait pas empêché que l'Afrique du Sud ait eu à prévenir la Russie qu'elle ne pourrait pas accueillir le président Poutine sur son sol. Alors, je lis la dépêche, le procureur de la Cour pénale internationale a réclamé lundi des mandats d'arrêt. Donc il les a réclamés, encore une fois, j'insiste là-dessus, bien sûr. A priori, rien ne va s'opposer à ce qu'ils soient délivrés. Mais je souligne qu'on avait bien commencé à mentionner ça dans l'Octogone il y a plusieurs semaines. Donc le procureur a réclamé des mandats d'arrêt contre le Premier ministre israélien et le ministre de la Défense, Yoav Gallant, et des dirigeants du Hamas pour des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité présumés commis dans la bande de Gaza et en Israël. Donc je souligne là quand même que la Cour pénale internationale tente d'être neutre dans le conflit en réclamant des mandats d'arrêt contre les deux parties. Puisqu'il est bien dit d'ailleurs aussi bien en Israël que c'est une guerre Israël-Hamas. Même si c'est en réalité devenu beaucoup plus compliqué très vite, comme toujours au Moyen-Orient. Maintenant, vous avez vraiment plusieurs conséquences à ça. Mais la première, c'était bien sûr sur le fameux 2 poids 2 mesures au Moyen-Orient, mais aussi en Extrême-Occident, parce que la Cour pénale internationale, quand elle demandait un mandat d'arrêt contre Vladimir Poutine, était une organisation tout à fait charmante. Pareil, quand elle s'opposait à des ennemis des États-Unis, comme Slobodan Milosevic ou comme Saddam Hussein, ou tant d'autres, puisque devant la Cour pénale internationale, vous avez aussi tout un tas de hauts dignitaires africains qui ont été amenés, parfois bien sûr de façon tout à fait légitime, et puis dans d'autres cas de façon plus discutable, en tout cas plus politisée.
Alors, il est vrai que la Cour pénale internationale est politisée. C'est inévitable, parce que sa structure même, sa fondation était politisée. Simplement, avant, vous aviez tout un tas de commentateurs qui traitaient et voyaient d'un très mauvais œil que l'on accusa la CPI d'être politisée. Et maintenant, ce sont ces commentateurs-là les premiers qui vont vous dire que la CPI est politisée. Je peux penser par exemple à BHL, dont on peut même se demander si ce n'est pas un agent anti-israélien, tellement sa connerie décrédibilise la cause qu'il tente de défendre. On peut poser cette question pour d'autres représentants. Je veux dire, Israël manque pas de gens intelligents et de prix Nobel en puissance ou déclarés. Mais là, pour le coup, être défendu par BHL, c'est vraiment comme être défendu par le pire avocat possible à un procès pénal. Je poursuis la dépêche. Joe Biden a fustigé dans un communiqué lapidaire cette démarche qu'il a qualifiée de scandaleuse, tandis que le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken, a parlé de honte. Ce qui est une position, encore une fois, nouvelle de la part des États-Unis. Je vais être clair, dit le président américain, le fameux Let me be clear, qui vient de Barack Obama et qui est aujourd'hui repris par un Biden empaillé. Let me be clear, quoi qu'insinue le procureur, il n'y a pas d'équivalence entre Israël et le Hamas, il n'y en a aucune. Je ne crois pas que le procureur de la CPI ait parlé d'une équivalence, puisque la CPI n'a pas à se prononcer sur des questions d'équivalence. D'ailleurs, personne ne peut se prononcer pour des questions d'équivalence. Et puis le Hamas est un mouvement, est une organisation politique internationale tentaculaire, et Israël est un État-nation. Il ne peut pas parler d'équivalence, donc c'est assez étrange que ces mots aient été mis dans le prompteur de Biden. Nous nous tiendrons toujours aux côtés d'Israël contre les menaces à sa sécurité, a répété Biden. Quant à Blinken, il a jugé que la demande du procureur pourrait compromettre les pourparlers sur le cessez-le-feu dans la bande de Gaza. Donc là aussi, on voit d'ailleurs dans les prises de position, le « let me be clear » de Biden, c'est vraiment pour donner le « là ». Donc c'est, comme l'avait expliqué Musk, Musk avait très bien rappelé que en fait, c'est quiconque contrôle le prompteur, et on aimerait bien savoir qui contrôle le prompteur, puisque Biden est un lecteur de prompteur, il est complètement empaillé aujourd'hui. Mais là, l'idée était de donner un « là », notamment au Parti démocrate, qui est un petit peu irrédentiste dernièrement, notamment vis-à-vis d'Israël. Et irrédentiste pour des raisons assez simples, c'est que sa base électorale est indignée et que les potentats du Parti démocrate sont bien obligés à un moment ou à un autre d'en appeler à leur base. Maintenant, ensuite, Blinken, lui, va donner plutôt le là sur la diplomatie, sur l'analyse coût-opportunité de tout cela. Alors, Blinken poursuit. Le Hamas est une organisation terroriste violente qui a perpétré le pire massacre de juifs depuis l'Holocauste. Alors, de la part de quelqu'un qui soutient l'Ukraine, ça paraît quand même surréaliste de prononcer ça. Et qui retient encore des dizaines d'innocents en otage, y compris les Américains, a-t-il poursuivi. Rappelant que la CPI n'a pas de juridiction sur Israël, qui n'est pas membre de ce tribunal comme du reste les États-Unis. Oui, mais la CPI a juridiction sur les pays membres, et d'ailleurs, la Palestine en fait partie. En tant que Premier ministre d'Israël, je rejette avec dégoût la comparaison du procureur de La Haye entre Israël, un pays démocratique, et les meurtriers de masse du Hamas, a de son côté commenté Netanyahou. Israël Katz, qui est ministre des Affaires étrangères, avait très vite dénoncé une décision scandaleuse, un déshonneur historique pour la CPI qui a son siège à La Haye. Le Hamas palestinien a pour sa part dit condamner fermement la décision du procureur de la Cour et dénoncer ses tentatives d'assimiler la victime au bourreau. On voit que même le Hamas se défend. Si les juges de la CPI décident d'émettre le mandat d'arrêt contre Benjamin Netanyahou, cela signifie qu'en théorie, n'importe lequel des 124 États membres de ce tribunal serait obligé de l'arrêter s'il se rendait sur leur territoire. Là aussi, c'est assez intéressant de voir qu'on parle souvent de communauté internationale, qui est un terme qui, stricto sensu, en relation internationale, ne veut rien dire. Et en l'occurrence, 124 États membres, ça, c'est une communauté internationale. Vous remarquez que dans à peu près tous les camps, même dans les BRICS, personne n'a parlé de communauté internationale pour désigner ces 124 États membres, alors qu'il est plus légitime, en tout cas il eût été plus légitime d'utiliser le terme communauté internationale pour qualifier les 124 États membres de la CPI que pour qualifier par exemple les États demandeurs de sanctions contre la Russie qui n'étaient pas du tout au nombre de 124 pour le coup.
Même si le mandat d'arrêt pourrait compliquer certains déplacements de messieurs Netanyahou et Galante, la CPI ne dispose d'aucune force de police pour faire appliquer ces mandats et s'appuie sur la volonté des États membres de jouer le jeu. Oui, certes, mais cette volonté est réelle. Le procureur Karim Khan a déclaré dans un communiqué qu'il demandait des mandats d'arrêt contre Netanyahou et Yoav Gallant pour des crimes tels que le fait d'affamer délibérément des civils. Oui, c'est ce qui a été retenu. C'est pas la Cour internationale de justice, là. Là, on est sur des qualifications d'affamer délibérément des civils. C'est un crime de guerre, homicide intentionnel et extermination et ou meurtre. Pour être tout à fait rigoureux, il faut bien souligner que un procureur n'est pas qualifié pour juger et pour déterminer la culpabilité. Ça, c'est le travail d'un juge, ou deux juges au pluriel en l'occurrence pour la CPI, mais qu'un procureur peut argumenter de ce qu'il existe des indices suffisants pour demander un mandat d'arrêt. Les accusations portées contre les dirigeants du Hamas, dont Yahya Sinwar, le chef du mouvement dans la bande de Gaza et cerveau présumé de l'attaque du 7 octobre, incluent l'extermination. Donc là, on voit qu'il y a des qualifications qui ont été reprises aussi bien du point de vue israélien qu'à la CPI. Donc c'est assez difficile d'accuser la CPI d'être foncièrement anti-Israël. Là, la qualification d'extermination, qui est une qualification qui a été particulièrement reprise en Israël et qui était discutée par d'autres chancelleries, notamment en Russie. Mais quand Israël utilisait le terme pogrom, qui a été repris en France, c'était bien sûr l'accusation de ce que le Hamas voulait tuer de façon indistincte tous les juifs qui lui seraient tombés sous la main sortis de la bande de Gaza. Et ça, c'est repris par la CPI. Le viol et d'autres formes de violence sexuelle, qui sont des crimes de guerre, et la prise d'otages, bah oui, qui est un crime de guerre aussi. Les deux autres dirigeants du Hamas concernés sont Ismaël Haniyeh, qui peut être décrit comme son chef, et Mohamed Deif, à la tête des brigades Al-Qassam, la branche armée du mouvement. Nous affirmons que les crimes contre l'humanité visés dans les requêtes s'inscrivaient dans le prolongement d'une attaque généralisée et systématique menée par le Hamas ainsi que d'autres groupes armés dans la poursuite de la politique d'une organisation, est-il écrit dans le communiqué. La CPI a ouvert une enquête en 2021 sur Israël, mais aussi le Hamas et d'autres groupes armés palestiniens pour de possibles crimes de guerre dans les territoires palestiniens. Donc là, vous voyez que si on s'en tient aux faits et au communiqué et au point de vue de la CPI, la situation est beaucoup plus neutre qu'on le croit. Certes, il y a forcément de la politisation puisqu'elle est elle est au cœur même, elle est à l'origine même de l'existence de la CPI. En fait, la CPI est une organisation occidentale qui ne poursuit pas les Occidentaux ou seulement quand elle ne peut pas faire autrement. Elle n'a pas poursuivi Tony Blair, elle n'a pas poursuivi George Bush. Pourtant, Julian Assange a démontré sans ambiguïté que des crimes de guerre ont été commis en Irak. Et ça, c'est quelque chose sur lequel on n'a plus le moindre doute. Il y a eu des crimes de guerre gravissimes commis en Irak, mais c'est pas seulement en Irak. Dans l'affaire Iran-Contras, par exemple, on a eu bien sûr des crimes de guerre gravissimes. Les Contras ont réalisé des crimes de guerre, mené des crimes de guerre au Nicaragua. Et bon, on a certains commentateurs, dont un certain monsieur Glucksmann, père d'un autre Glucksmann, qui lui avait carrément fait l'apologie des crimes de guerre des Contras à l'époque. Ce qui, évidemment, avec du recul, est répugnant aujourd'hui, mais était plus ou moins passé correctement à l'époque. Mais en tout cas, on n'a pas de potentat américain qui a été sous mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale pour cela. Pourtant, on aurait pu en demander contre Donald Rumsfeld, contre George Bush et contre Tony Blair. Et certains l'avaient suscité, l'avaient exigé même, par voie politique ou par voie de manifestation. Et bien sûr, la CPI n'y avait pas donné suite. Donc, on ne peut pas s'étonner, on ne peut pas dire qu'elle est politisée maintenant alors qu'elle l'a toujours été. Par contre, on peut s'interroger sur le discours médiatique qui, en effet, était dithyrambique quand un mandat d'amener était sollicité et obtenu contre Vladimir Poutine. Et qu'ensuite, bien sûr, là, la CPI embraye sur des sujets un poil plus controversés. Alors, là aussi, les réactions des chancelleries et des différents pays sont intéressantes. Berlin déclare que la demande de mandat d'arrêt du procureur de la CPI donne une impression fausse d'équivalence. Donc là aussi, notez dans quelle mesure ça reprend les éléments de langage de Biden.
donc du prompteur de Biden, pour être honnête, qui a très certainement un électroencéphalogramme plus vivace que celui de Biden lui-même. D'ailleurs, pour l'anecdote, on a Donald Trump qui a exigé que dans les débats, un test de drogue fut administré in futurum à Biden. Donc le jour des débats, il faudra tester, selon Trump, Biden. On sait que son fils a tendance à faire un voyage immobile vers les Andes de façon assez régulière, mais son père aussi, selon Trump, était high as a kite, hein, il planait comme un cerf-volant. L'Allemagne a regretté lundi que la décision du procureur de la Cour pénale internationale de demander des mandats d'arrêt contre le Premier ministre israélien et son ministre de la Défense d'une part, mais aussi donc 3 dirigeants du Hamas d'autre part, donna une impression fausse d'équivalence entre ces responsables. La demande simultanée de mandat d'arrêt contre les dirigeants du Hamas d'une part et contre les 2 responsables israéliens d'autre part a donné l'impression fausse d'équivalence, a indiqué dans un communiqué le ministère allemand des Affaires étrangères, tout en soulignant respecter l'indépendance de la CPI. Oui, ça c'est la nuance que vous verrez quand même. Et puisque dans l'Octogone, le but c'est de commenter des dépêches, je veux souligner ça. Il faut regarder les éléments de langage, il faut regarder un petit peu les prises de position. Vous avez la volonté là de souligner l'indépendance de la CPI parce que l'Allemagne la reconnaît, alors que bien sûr dans le cas américain, c'était un bon taquet, un revers de la main, revers patriarcal. On ne va pas parler d'indépendance de la CPI. Berlin ajoute que le tribunal de La Haye devra évaluer des faits très différents. Suite à la requête du procureur, je cite, les dirigeants du Hamas sont responsables d'un massacre barbare au cours duquel, le 7 octobre, des hommes, des femmes et des enfants ont été sauvagement assassinés, violés et enlevés en Israël. Le Hamas continue de détenir des otages israéliens dans des conditions innommables. D'attaquer Israël à la roquette et d'utiliser la population civile de Gaza comme bouclier humain expose la diplomatie allemande. Donc là, ça vous donne bien la ligne diplomatique. Face à cela, le gouvernement israélien a le droit et le devoir de protéger et de défendre sa population contre ces agissements. Donc là, c'est très intéressant d'analyser les points de vue des chancelleries respectives. Bien sûr, vous pouvez imaginer que le point de vue des chancelleries chinoises, que je n'ai pas dans mes dépêches, et russes, aurait été profondément différent. Vous aurez donné justement toutes ces notions, puisque notamment, au regard du droit international, la position de la Chine et de la Russie est que le droit d'Israël à se défendre ne s'applique pas, puisque la bande de Gaza est en situation d'occupation. Donc là, à chaque fois, toujours regarder c'est très intéressant quand on commande des dépêches, d'analyser la ligne qui vous donne bien sûr le positionnement officiel, et puis après entre les lignes, puisque dans le temps, moins maintenant, mais dans le temps, le partenaire principal du diplomate était l'ambiguïté. Beaucoup moins maintenant, à une ère des réseaux sociaux, etc. Mais à la grande époque de Talleyrand, et même avant, parce qu'au fond, Talleyrand, donc le chef de la diplomatie de Napoléon, qui a trahi Napoléon, mais qui n'a pas vraiment trahi la France, notamment au congrès de Vienne, où il a sauvé la France, Talleyrand était le trait d'union entre l'ancien régime, donc la diplomatie royale, dont il ne faisait pas partie, mais dont il avait les usages, et le nouveau régime, puis Napoléon. Et du temps de la diplomatie de Louis XIII jusqu'à Louis XVI, l'ambiguïté était vraiment l'allié absolu du diplomate dans les déclarations, et c'est allé jusqu'à la diplomatie japonaise pendant la Deuxième Guerre mondiale, où même certains disent que une erreur, un choix ambigu pour satisfaire tout le monde dans les éléments de langage japonais pendant la Deuxième Guerre mondiale avait pu contribuer à provoquer la décision de Truman d'envoyer les bombes atomiques. Ça se discute, hein, je ne pense pas que ça s'est joué à ça, mais ça se discute. Donc l'ambiguïté avant était vraiment l'allié des diplomates. Là maintenant, on a quand même des prises de position qui sont beaucoup moins ambiguës de part et d'autre. Et justement, quand les chancelleries décident de ne pas être ambiguës, ça vous en dit long aussi sur les niveaux de tension. Et quand vous avez du « let me be clear », alors certes, Blinken a été clear, mais sans commencer par un « let me be clear » très obamien, hein, très obamesque, ce qui là aussi pose des questions. Mais fondamentalement, plus une diplomatie est exacte dans ses éléments de langage, moins elle est ambiguë, plus vous pouvez considérer que la situation est tendue. Maintenant, Nouvelle-Calédonie. Alors bien sûr, il faut en parler. Plusieurs morts et une situation insurrectionnelle, l'état d'urgence. Entre-temps, on peut voir qu'il y a même eu des barricades, donc c'est vraiment très sérieux.
On est dans une situation de l'humanisation avancée qui pourrait embrayer sur une situation de guerre civile. Bien sûr, vous avez la question d'ingérence étrangère avec les liens entre le FLNKS et l'Azerbaïdjan. L'Azerbaïdjan qui maintient des liens avec beaucoup de mouvements indépendantistes, notamment contre la France. Et dans ce contexte-là, bien sûr, on peut d'entrée de jeu se poser la question de qui va tirer les marrons du feu de cette situation. Il faut comprendre quand même une chose en Nouvelle-Calédonie. Vous avez beaucoup appel à une solution politique. Et ils ont raison, puisque une solution qui ne serait pas politique signifierait déployer, alors beaucoup plus que 1000 gendarmes, ce qui est pour l'instant ce qui a été déployé. Vous avez un pont aérien aussi, il faut bien le souligner ça. Et un pont aérien, c'est pas anodin. Ça reconnaît que la situation est dangereuse, qu'elle ne peut pas être réglée par la marine pour l'instant. C'est-à-dire vous avez une situation immédiate qui ne pouvait pas être réglée par la marine, à savoir les vivres et les médicaments, qui là étaient dans un état de pénurie en quelques jours. Et donc ça vous montre à quel point Nouméa pouvait être en quelque sorte prise en otage. Au-delà de ça, donc... oui, il faut une solution politique, parce que sinon ça veut dire une solution militaire, et il n'y a pas trop d'autres alternatives. Simplement, la solution politique initiale a été complètement fracassée par la capacité à monter dans un état de guerre civile aussi vite. C'est-à-dire qu'on a plusieurs rhétoriques qui s'opposent et qui parfois ne se comprennent pas. La rhétorique du droit. De dire, ah bah oui, dégeler le corps électoral, c'était normal, puisqu'après tout, des Français métropolitains qui sont en Nouvelle-Calédonie depuis 10 ans avaient bien le droit de voter et de jouer un rôle dans les élections, qui sont les plus importantes, puisque la Nouvelle-Calédonie bénéficie quand même de certains pouvoirs semi-régaliens. C'est pas une région comme les autres, on peut pas la comparer comme ça a été fait à Béziers ou machin. Non, elle a sa propre monnaie, elle a des pouvoirs semi-régaliens, c'est plus compliqué que ça. Et puis surtout, elle est beaucoup plus loin et elle a un peuple premier. Alors là aussi, on peut pas comparer à Béziers ou la croisade des Albigeois ou je ne sais quelle autre comparaison, parce que le peuple kanak est un peu plus vieux que le peuple albigeois et que le peuple albigeois qui d'ailleurs n'existe plus aujourd'hui en tant que peuple indépendant. Là, il y a des points assez importants, c'est-à-dire qu'on a Jean-Luc Mélenchon qui a fait un discours très intéressant sur le plan rhétorique. C'est un des meilleurs tribuns français, on ne peut pas lui retirer ça, mais qui pose des questions très très fondamentales si on regarde le problème du point de vue du droit. À savoir, je prends une déclaration en particulier de Jean-Luc Mélenchon, qui est intéressante sur le plan ethnographique. Si cher à Bernard Lugan, dont on sait qu'il n'est pas particulièrement mélenchonien par ailleurs. Les droits du peuple premier sont les premiers des droits. C'est ce que Mélenchon a déclaré sur sa chaîne YouTube. Là, on ouvre la voie à des considérations très intéressantes. Très intéressantes et en mode Alice au pays des merveilles. C'est-à-dire vous êtes dans le tunnel avec le lapin blanc et vous ne savez pas trop où ça peut vous mener. Parce que si les droits des peuples premiers sont les premiers des droits, eh bien alors, il y a des peuples premiers en Europe, continent. Il y a des peuples premiers en France, métropolitaine. Bien sûr, il y a des peuples premiers en France d'outre-mer, puisque la France, je le rappelle, est la nation qui a le plus de fuseaux horaires, devant la Russie. Avec son espace maritime, la France est la nation qui a le plus de fuseaux horaires. Elle en a même 13 si vous comptez l'Antarctique. Elle en a 12 sinon, c'est énorme. La France a beaucoup de peuples premiers auxquels elle ne reconnaît pas de droits supplémentaires particuliers. Mais là où ça devient vraiment taquin, c'est même en hexagone. C'est-à-dire, vous avez les Basques. Ah, les Basques, c'est un très très vieux peuple premier, au point que sa langue n'est pas du tout indo-européenne. Donc le peuple basque est un des peuples premiers d'Europe, de l'Europe continent. Vous avez les Bretons. Les Celtes sont un peuple premier, des peuples premiers de l'Europe. Donc oui, d'accord, si on veut aller par là, on a Jean-Luc Mélenchon qui est quand même un élu métropolitain, même si certes il avait pris des positions
très digne vis-à-vis de son mouvement politique, en tout cas très sincère et honnête, notamment rapatrier les mains et la tête d'un indépendantiste kanak. Et ça, il faut reconnaître que vis-à-vis de sa ligne politique, c'est honnête et sincère. Mais si là, on commence à poser cette question, ne serait-ce que sur la question même de l'existence d'un Français de souche, du coup, puisque un Français de souche, je ne veux pas dire un Français premier. Premier, c'est beaucoup plus ancien que ça. C'est-à-dire que qui seraient les peuples qui pourraient se revendiquer d'être peuple premier de France? Vous auriez à la limite les Francs, mais les Francs sont des envahisseurs, d'ailleurs ils sont germaniques, techniquement. Mais bon, ils ont donné les rois de France, Louis c'est Clovis, hein, Louis c'est vraiment le nom français par excellence, devant François, parce que c'est Clovis, enfin, Clovis. Mais les peuples premiers d'Europe, vous avez clairement les Basques et les Bretons, vous avez les Corses aussi, qui certes ont été partiellement colonisés par les Étrusques, puis bien sûr par les Romains, puis bien sûr par les Italiens, les Génois, etc. Mais fondamentalement, les Corses peuvent être vus comme un peuple premier d'Europe. Et puis après, vous avez la Catalogne, vous avez la Galice, et puis ça peut vous emmener très très loin, ce raisonnement. En fait, tellement loin qu'il faut peut-être pas mieux l'ouvrir, ce raisonnement. C'est-à-dire que soit vous dites, ok, on reconnaît un pays de système, on est pragmatique, comme les Chinois, qui sont pourtant encore plus centralisateurs que les Jacobins, dont se réclame Jean-Luc Mélenchon. D'ailleurs, c'est assez intéressant, parce que Jean-Luc Mélenchon est d'accord pour le jacobinisme, même dans sa mémoire, puisque c'est un admirateur de Robespierre. Robespierre, la façon dont il aurait traité les Kanaks, et il suffit de le voir en Vendée. Là, pour le coup, si la Nouvelle-Calédonie avait été une possession française en rébellion sous Robespierre, comment dire ? Quand on voit ce qu'il a fait à la Vendée, on peut se poser des questions. Donc, tout ça pour dire que le dogme, à mon avis, ne peut rien amener en Nouvelle-Calédonie. Et en étant rigide, politico-rigide, pour pas dire psycho-rigide, en disant, voilà, on a un dogme rigide sur la Nouvelle-Calédonie, qui est, oui, un homme, une voix, on est en République, ça perd l'hypopète. Ou bien, donc, voilà, parce que vous imaginez, la droite le fait bien remarquer à Mélenchon. La droite le lui fait remarquer même tout de suite. À savoir, ah bon, les peuples premiers ont des droits supérieurs sur le plan juridique? C'est pas du pragmatisme, parce qu'on peut revendiquer encore une fois un pragmatisme. On dit oui, on le fait pas pour toute la République, mais pour les Kanaks c'est spécial. Puis de toute façon, ils ont déjà leur propre monnaie, il y a déjà un petit peu d'indépendance. Alors on reconnaît ça, mais dire de façon les Lumières, pour pas dire l'obédience du droit humain, quoi. Les peuples premiers, les droits des peuples premiers sont les premiers des droits. Là, ça amène la préoccupation, si ce n'est de l'existence juridique d'un Français de souche, avec un droit du sang qui existe dans plein de pays, la possibilité, en tout cas, qu'il y eut des peuples premiers, ce qui, sur le plan ethnographique, est exact en Europe, j'insiste. Le peuple basque est un peuple premier, vraiment, d'Europe. Et donc, on leur reconnu des droits spéciaux. Ça peut nous emmener à une indépendance du Pays basque, plus vite qu'on ait eu le temps de prononcer le mot Euskadi. Bon, voilà, je ferme la parenthèse. Alors, je vais lire quand même la dépêche et on va conclure la partie publique de l'Octogone là-dessus. Situation insurrectionnelle en Nouvelle-Calédonie. 2 personnes ont été tuées dans la nuit de samedi à mercredi et des centaines d'autres blessés dans l'archipel. Le président Macron, qui a dénoncé des violences indignes et inacceptables, a annulé un déplacement mercredi matin et convoqué en urgence son conseil de défense. La première victime de ces émeutes, les plus graves depuis celles sur ce territoire français depuis les années 80, a été tuée par balle, a annoncé le représentant de l'État français dans l'archipel, colonisé au milieu du 19e siècle. Alors là aussi, la question de la colonisation, il faut quand même souligner qu'elle fait énormément débat, c'est-à-dire oui, l'archipel a été colonisé, c'est totalement exact, mais a-t-il déjà été décolonisé? C'est ça la question. Pour certains, le point de vue, bien sûr, c'est qu'il a été décolonisé dès les accords de Nouméa et les accords de Matignon. Le haut-commissaire de la République, Louis Lefranc, a précisé que la victime n'avait pas été atteinte par un tir de police ou de gendarmerie, mais de quelqu'un qui a certainement voulu se défendre.
Une deuxième personne a également trouvé la mort pendant la nuit, a indiqué le Haut-Commissariat. Sans autre précision, on est dans une situation que je qualifierais d'insurrectionnelle. Bien, on va donc terminer la partie publique de l'Octogone là-dessus.